Voir les titres de ce journal, ouverture en Afrique du Sud du Forum sur l'investissement en Afrique. Le président Alpha Condé y prend part aux côtés de plusieurs autres chefs d'État africains. Fin de formation pour 875 élèves agents de police après 9 mois de formation sur les techniques liées à la sécurité et à la protection civile. Ils ont reçu leur diplôme en présence du Premier ministre, chef du gouvernement. L'on vous parlera également de la réouverture de l'ambassade d'Italie en Guinée, une réouverture, expression de la volonté politique forte des deux pays à promouvoir leurs relations bilatérales. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Merci de préférer la RTG pour vous informer. Le président de la République est en Afrique du Sud. Professeur Alpha Condé prend part au forum sur l'investissement en Afrique, une plateforme multidisciplinaire à laquelle assistent aussi plusieurs autres chefs d'État africains. Sanassi Keita, compte rendu. Johannesburg, la capitale économique sud-africaine, accueille ce jeudi 8 novembre 2018 plusieurs chefs d'État africains. Ces personnalités sont venues prendre part à la cérémonie d'ouverture du Forum sur l'investissement en Afrique. Une plateforme multidisciplinaire regroupant de multiples intervenants qui est consacrée à faire avancer des projets en Afrique pour les rendre susceptibles d'être financés, à obtenir du capital et à accélérer la clôture financière des transactions. Je pense que quand j'ai été élu en 2011, j'ai dit que j'héritais d'un pays mais pas d'un État. En effet, on pouvait dire que tout était prioritaire en Guinée, tout était à faire. Alors que la plupart des pays, comme le frère du Sénégal, avaient obtenu des PPTE, nous on n'avait pas encore obtenu. Donc il a fallu d'abord qu'on se concentre sur les réformes macroéconomiques avec le Fonds monétaire, ce qui n'est pas facile comme connaît le chef d'État. Et grâce à Dieu, nous avons pu résoudre en 2 ans et sortir du PPTE, donc l'annulation de la dette et les réformes macroéconomiques. Malheureusement, il y a eu le volat, comme vous savez, qui nous a retardé. Mais nous avons engagé des réformes extrêmement importantes. La première, c'était la réforme de l'armée, car l'armée était un État dans l'État en Guinée. Nous avons fait une réforme accompagnée par des partenaires internationaux qui indiquent que ce n'est pas une réforme, c'est une révolution que nous avons fait au niveau de l'armée. Ensuite, nous avons fait un certain nombre de réformes économiques fondamentales qui fait qu'aujourd'hui, après avoir, parce que la Guinée était considérée à la fois comme un scandale géologique et un scandale agricole. Alors comme un pays qui attend des possibilités au point de vue minier agricole était si en retard, donc, il a fallu donc d'abord qu'on change, qu'on adopte un code minier favorable aux Guinéens, puisque avant nos pays, vous avez des gens qui venaient, qui prenaient des permis et qui pendant 4-5 ans, ils ne savaient même pas où se trouvait la mine. Donc nous avons fait une réforme, mon frère en sait quelque chose. Donc notre réforme nous a amené à annuler 800 permis et à changer, vous savez, la bagarre que nous avons eue aussi avec Stymex concernant Simandou, etc. Parce qu'on a le minerai de fer le plus riche au monde et qui est perçu pendant 100 ans Simandou. Nous avons plus de la moitié des heures mondiales de bauxite. À mon arrivée, on ne faisait que 13 millions de tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 50 millions. Et dans 2 ans, nous espérons être à 100 millions. Donc, être le premier producteur de bauxite. Pas seulement la bauxite, mais la transformation de la bauxite en alumine. Parce que dès que vous atteignez un certain seuil de production, 15 millions, vous êtes obligé de faire une usine d'alumine. Donc, nous sommes à la phase actuellement de développement aussi de la transformation de la bauxite en alumine. Mais nous avons aussi beaucoup d'autres métaux de base comme le cobalt, le cuivre, le platine, etc. Nous allons finir la géophysique au 100 millième en décembre afin de pouvoir exploiter ces richesses-là. Mais le développement de la Guinée, ce n'est pas les mines, c'est l'agrobusiness. Je pense que notre frère de là-bas nous accompagne pour les plateformes agricoles. Nous sommes en train de développer une zone économique dans la région de Bokeh parce que nous avons cet avantage que les bateaux qui transportent la bauxite sont des bateaux de 100-200 000 tonnes. Donc, quand ils vont, ils reviennent vite. À partir de là, donc, nous avons lancé une politique de faire comme ça un hub pour les pays comme la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Nigeria. Parce que les bateaux venant vides donc, peuvent transporter les conteneurs à faible prix et faire le hub de transborder comme ça pour aller sur nos pays voisins. Avec cet événement organisé par la BAD, Banque africaine de développement, le président de la République a davantage expliqué clairement les possibilités d'investissement en Guinée. Ensuite, surtout,
c'est le développement du secteur économique et agricole, parce que 70% des Guinéens relèvent de l'agriculture. Il est évident que les mines rapportent de l'argent pour faire l'énergie, des infrastructures, mais ne diminuent pas la pauvreté. Donc la seule façon de diminuer la pauvreté, c'est l'agro-business. Quand je suis arrivé, la Guinée consomme à peine 13 millions de tonnes d'engrais. Aujourd'hui, nous sommes à 100 millions de tonnes. Nous avons complètement révolutionné notre agriculture. Aujourd'hui, un paysan guinéen, il va sur son téléphone, s'il veut réserver un tracteur, il va sur Orange Money, il appuie et il commande. S'il veut commander le tracteur, s'il veut commander les moissonneuses batteuses, s'il veut commander les engrais. Bien sûr, comme beaucoup sont analphabètes, donc sur leur téléphone, c'est le dessin de tracteurs, moissonneuses batteuses, engrais, etc. Nous sommes donc en train de digitaliser. L'autre réforme importante que nous sommes en train de faire, c'est la réforme du secteur des impôts. Là, nous sommes accompagnés par la CEA d'Addis Abeba, mais par le Fonds monétaire aussi. Nous sommes donc en train de digitaliser, c'est-à-dire différencier l'établissement des rôles du paiement. Donc nous avons fait assez de réformes aujourd'hui et nous commençons maintenant à attirer des investisseurs, soit dans le domaine des mines, mais aussi dans le domaine agro-business. Nous sommes en train aussi de transformer notre port afin d'en faire le port pour le Mali et le Burkina. Nous sommes en train de créer le guichet unique du commerce extérieur pour faciliter donc les investissements et le commerce frontalier, mais surtout de simplifier le système fiscal par le système de digitalisation. Parce que le grand problème qu'on a, comme dans beaucoup de pays africains, c'est qu'une bonne partie de l'économie est informelle et souvent l'informel ne paye pas d'impôts. Donc avec l'aide de nos amis, nous sommes en train de voir comment faire payer l'impôt, mais surtout nous avons fait un code d'investissement extrêmement favorable aux investisseurs privés. En ce qui concerne la préparation du projet, le Forum sur l'investissement en Afrique vise à étendre la portée du soutien technique, à harmoniser les processus et à tenter d'obtenir des fonds et des subventions pour effectuer des études de faisabilité, dans le but surtout d'augmenter le nombre de projets susceptibles d'être financés et réalisés sur le continent. Ici à Conakry, après 9 mois de formation, 875 élèves agents de la police nationale sortent diplômés de l'École nationale de police et de protection civile de Kagbélé. Une formation rendue possible grâce au gouvernement guinéen et ses partenaires. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie de remise des diplômes en présence de plusieurs cadres du ministère de la Sécurité. Adi Kamara. C'est la deuxième promotion de l'École nationale de police et de protection civile. Ils sont au nombre de 875 agents, dont 314 filles. Ils ont fait 9 mois de formation en technique d'intervention rapide, en cas d'incendie et de maintien d'ordre. Au moment où vous allez intégrer solennellement ce corps si convoité, qu'est celui de la police nationale, et rejoindre vos tout premiers postes d'affectation, je voudrais dire que le pays tout entier a le regard tourné vers vous. Que tout le monde espère bien que vous allez permettre à l'institution d'acquérir ses lettres de noblesse. C'est une formation de haut niveau. Elle est la clé de voûte pour le renforcement de l'équation sécuritaire dans la cité, tout en respectant les règles d'intervention rapide. Pour ce faire, les autorités en charge de la sécurité mettent les bouchées doubles afin de poursuivre ce élan. Il y a eu des démonstrations d'arrestation de malfaiteurs, de protection de hautes personnalités VIP. À toutes ces occasions, les agents formés ont fait preuve, n'est-ce pas, de professionnalisme, d'habileté et de maîtrise des cours qu'ils ont eu à recevoir. Le plus important, c'était quoi? C'était la prestation de serment. Servir la nation, servir loyalement l'État et appliquer le code de discipline, le code de déontologie de la police et de la protection civile. Le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana a rassuré que le gouvernement mettra tout en œuvre pour garantir la sécurité et la protection des citoyens. Cet événement d'une grande portée pour notre pays matérialise l'une des priorités définies par le président de la République, le professeur Alpha Condé, celle de doter nos agents politiques d'une formation de qualité pour répondre aux services publics de protection civile. En effet, valoriser régulièrement nos ressources humaines dans les unités d'intervention, les adapter à la modernité
et qualifier leur méthode opérationnelle constitue la garantie d'efficacité des services de sécurité dans une république, la nôtre hélas, menacée aujourd'hui par des défis de tous ordres. Prenant la mesure de ce contexte d'aujourd'hui, marqué par l'insécurité et la recrudescence de la criminalité urbaine et transfrontalière, nous sommes interpellés à être proactifs par des mesures appropriées de renforcement du capital humain des services. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à nos concitoyens, aux populations guinéennes, pour une collaboration citoyenne avec les forces de sécurité pour faciliter la mission qui est la vôtre dans le seul but de sauvegarder l'intérêt public. Cette deuxième promotion de l'École nationale de police et de protection civile est baptisée Promotion Dr Ibrahima Kassouri Fofana. Et cette école est créée en 2016 avec l'initiative et le financement du gouvernement guinéen. Diplomatie, l'Italie rouvre son ambassade en Guinée dans le quartier de la Minière. Après avoir été fermée pendant 20 ans, cette réouverture démontre une volonté politique forte et claire des deux pays à promouvoir leurs relations bilatérales. Al-Gassi Moubar. L'Italie et la Guinée, ensemble pour une coopération durable. C'est dans cette dynamique que le Jardin de l'Europe fête la réouverture de son ambassade dans le pays. Cela après 20 ans d'absence. La cérémonie a connu la participation de plusieurs diplomates, des hauts cadres de l'administration et des représentants de la société civile. Je voudrais donc exprimer fort mon souhait que le déroulement des faits, même aussi en Guinée maintenant, donne l'occasion à tous de contribuer à la convivence pacifique et au progrès. Et à cette ambassade aussi de traduire en réalité, s'il est possible, la volonté de notre gouvernement en faveur de la stabilité en Guinée, pour l'accompagner sur un chemin de croissance économique, en croissance sociale. Cette réouverture de l'ambassade d'Italie en Guinée est la démonstration d'une volonté politique forte et claire des deux pays. Les relations diplomatiques, économiques, scientifiques et techniques entre l'Italie et la Guinée se portent à merveille et que la qualité des relations politiques est excellente, de sorte que l'ouverture marque un jalon important dans la consolidation de cette coopération entre l'Italie et la Guinée. Fermée en 1998, l'Italie ouvre à nouveau sa représentation diplomatique à la Minière. C'est l'aboutissement des relations de confiance instaurées en Guinée par le professeur Alpha Condé depuis son arrivée au pouvoir. Et puis les relations entre la Guinée et le Maroc sont qualifiées de légendaires. Mais il y a quelques jours, la publication par le Maroc d'un document sur les nouvelles procédures de voyage entre la Guinée et le royaume chérifien a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y en a même qui parlent carrément de restrictions de voyage. Pour éclairer la lanterne des populations, autorités guinéennes et marocaines ont donné des explications. C'est Doubandiaï. La Guinée et le Maroc entretiennent des relations d'amitié et de coopération depuis des décennies. Une relation qui remonte au temps des feux présidents Ahmed Sékou Touré et Roi Mohamed V. Avec l'amitié de ces deux pays, le peuple tire bien profit. Et même si d'autres pensent que ces derniers moments, l'introduction d'un système de visa aux frontières aériennes risque d'entacher les relations entre Conakry et Rabat. C'est un système AVM. Et le système, c'est pas fini d'abord de mettre la plateforme. Minimum, c'est une demande qui fait en ligne. Après avoir fait la demande maintenant, c'est 3 jours pour une réponse automatique à travers le système. Mais actuellement, nous sommes en difficulté d'abord le système d'abord. On n'a pas maîtrisé d'abord comment ça marche. Le Maroc est toujours resté aux côtés de la Guinée, même à des moments de grande difficulté. Pour cette fameuse rumeur sur l'affaire de visa entre les deux pays, l'ambassadeur du royaume chérifien auprès de la Guinée s'exprime. C'est une mesure de contrôle frontière qui, au lieu de
l'avoir en aval lors de l'arrivée au Maroc, il est juste transféré en amont avant le départ. En fait, il consiste à une autorisation électronique de voyage. Ce n'est pas un visa. Le visa, comme j'ai dit, il est précis, vous connaissez les procédures. La Guinée n'a jamais eu à avoir, les ressortissants guinéens n'ont jamais eu à avoir un visa pour aller au Maroc, et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va l'établir. L'occasion pour le chef de la diplomatie guinéenne de revenir sur l'excellence des rapports entre la Guinée et le Maroc. Nous avons appris la décision marocaine et nous avons pris contact avec les autorités marocaines ici à la représentation à Conakry ainsi que notre ambassade à Rabat qui est allée se renseigner. Et voilà les éléments de langage qui sont à notre disposition, qu'ils nous ont communiqués. Il s'agit d'une autorisation électronique. Et selon eux, ce n'est pas un visa. Il s'agit c'est une décision en fait qui affecte les ressortissants des pays et qui ne sont pas soumis au régime de visa. Et selon eux, c'est une façon d'avoir une idée des ressortissants là, qui sont exemptés de visa. Et quand est-ce qu'ils vont, combien de temps ils passent au Maroc. Une mesure qui ne s'applique pas aux détenteurs de passeports diplomatiques ou passeports de service. Ça n'affecte pas les voyageurs qui sont en transit en zone internationale. Et je pense que c'est une mesure à titre expérimental, comme ils le disent. L'amitié entre la Guinée et le Maroc, initiée par les premiers dirigeants des deux pays, est aujourd'hui renforcée par le professeur Alpha Condé et le roi Mohamed VI. Le Maroc, qui d'ailleurs a vu sa candidature de retour à l'Union africaine, soutenue par la Guinée grâce à l'implication personnelle du professeur Alpha Condé. Éducation à présent, pour davantage qualifier le système éducatif guinéen, le département en charge de l'éducation nationale engage un programme d'harmonisation de l'enseignement franco-arabe. Cette réforme a pour but de permettre à ce secteur de l'éducation de répondre aux exigences du moment, celle d'un enseignement débarrassé de toute forme de radicalisation. Amadou Touré. Le gouvernement se fixe pour objectif de renforcer efficacement le système éducatif guinéen. C'est dans cette dynamique que le département en charge de l'éducation nationale entend actualiser et harmoniser le programme d'enseignement franco-arabe. Pour y parvenir, des cadres des départements des affaires religieuses et de l'éducation réfléchissent ici à Kindia sur l'élaboration des manuels didactiques réactualisés. Des documents devant servir de support à l'enseignement des disciplines telles que l'éducation civique et morale, la géographie et l'histoire. Nous avons constaté que dans les écoles franco-arabes, il y a des disciplines dans les programmes qui sont élaborés en français, mais que l'enseignant enseigne en langue arabe. Alors on a remarqué que l'enseignant d'abord doit les traduire en langue arabe avant de les enseigner. Et s'il n'a pas le niveau requis, Dieu seul sait ce qu'il traduit, sans compter ce qu'il enseigne. Il y a 3 disciplines qui sont concernées: éducation civique et morale, histoire et géographie. On va les traduire entièrement en langue arabe. En ce moment, celui qui va les enseigner, il les enseigne en langue arabe. Avant, chacun avait son manuel, chacun avait son programme dans l'ECM, dans l'histoire et dans la géographie en arabe. C'est-à-dire, même dans une même ville, chaque enseignant avait pour lui. Pour la mise en œuvre de ce programme, l'UNESCO apporte son soutien au gouvernement. Cet engagement vise à accroître à la base la lutte contre le fondamentalisme religieux. Quand on voit ce qui se passe dans les pays voisins, avec la montée du radicalisme et de l'extrémisme violent, le gouvernement guinéen a estimé qu'il fallait déjà prévenir. Nous devons aider donc le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et le secrétariat général aux affaires religieuses à d'abord rénover, réviser les programmes des écoles franco-arabes pour nous assurer que
au niveau des contenus de formation qu'on ne retrouve pas des thématiques qui sont en rapport avec le radicalisme et l'extrémisme violent. Après cette première phase, l'initiative s'étendra aux autres disciplines enseignées en franco-arabe dans l'optique de créer un programme commun au niveau des écoles franco-arabes du pays. Dette illégitime, une rencontre vient de se tenir sur la maîtrise du système d'emprunt ou de dette. Une cinquantaine de participants sont invités à maîtriser des thématiques telles que l'impact de la dette sur les droits humains fondamentaux en Afrique. C'est une initiative du CERIDA, Centre d'études et de recherche pour le développement intégré des pays de l'Afrique. Reportage Djene Yassane. Apporter un appui aux actions menées par diverses associations, renforcer la capacité d'action de ses membres sur les problématiques de la dette et ses conséquences sont entre autres objectifs que se fixe le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes en Guinée. C'est une organisation qui s'inscrit dans le cadre de l'annulation sans condition et intégralement des dettes au compte des pays pauvres, les pays du tiers-monde. La dette illégitime, c'est une dette qui a été contractée pendant longtemps, qui a été partiellement annulée et que la population continue à payer de nos jours. La stratégie sud-sud du CDATM est partie du constat selon lequel le fardeau de la dette et l'imposition des politiques dictées par le FMI et la Banque mondiale constituent des obstacles majeurs au respect de certains principes et priorités que se fixent les gouvernements, surtout en matière de développement. Les objectifs de ce séminaire-là, c'est de renforcer les niveaux d'information et renforcer les capacités d'influence et d'analyse et de plaidoyer de nos membres, mais aussi l'ensemble de la société civile guinéenne sur les problématiques de la dette et du développement, en faisant focus sur les microcrédits également, qui sont devenus un outil aujourd'hui contraire à ce qu'on avait pensé. Cette rencontre d'échange regroupe les acteurs non étatiques afin de mieux appréhender les mécanismes de la dette publique dans les différents pays membres du CDATM. Cette formation veut nous amener, nous les membres de la société civile, à avoir un regard sur la nature des dettes que nos États contractent avec les créanciers. C'est-à-dire qu'il faut que si nos États doivent s'endetter auprès de qui que ce soit des dettes qui bénéficient à la population. Cette rencontre a permis à la cinquantaine de participants de produire un rapport autour des différentes thématiques liées à l'impact de la dette sur les droits humains en fonction du genre et de la classe sociale. Hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, ouverture du 3e salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anacarde, ce qui coïncide également au 12e salon de l'Alliance africaine de cajou. Pendant 3 jours, planteurs, transformateurs et investisseurs vont débattre des opportunités que pourrait offrir ce produit dans l'autonomisation de la jeunesse africaine. Falilou Diallo est notre envoyé spécial à Abidjan, au bord de la lagune Ébrié. Transformation de l'anacarde, une mine d'opportunités pour l'autonomisation de la jeunesse africaine. C'est le thème retenu pour cette 3e édition du CIETA, couplé à la 12e édition ACA 2018. Un choix qui se justifie par l'élan qu'a pris ce produit dans les cultures d'exportation sur le continent. Surtout à un moment où des jeunes Africains risquent leur vie en mer. Il est démontré que le secteur de l'anacarde est pourvoyeur d'emplois, tant pour les jeunes que pour les femmes. Et c'est donc en combinant le fait de vouloir retenir les jeunes sur le continent en leur donnant des opportunités et développer le secteur de la transformation de l'anacarde sur le continent que nous sommes parvenus à ce thème, transformation de l'anacarde, une mine d'opportunités pour l'autonomisation de la jeunesse africaine. En Guinée, l'agence guinéenne de promotion des exportations et le gouvernement mettent les bouchées doubles pour apporter une valeur ajoutée à cette filière porteuse de croissance. Un programme présidentiel est déjà opérationnel dans le pays. Chaque année, le président offre aux Guinéens la possibilité d'avoir des semences. Chaque année, au moins, par type de filière, il introduit une valeur de 300 à 350 000 hectares en République de Guinée. Aujourd'hui, ce salon tient en compte la transformation. Donc,
les idées phares que nous allons transporter chez nous en Guinée, c'est pour dire aux Guinéens que désormais, la transformation est une opportunité. La transformation offre de l'emploi et aux jeunes et aux femmes, mais la transformation apporte aussi quelque chose par rapport au PIB de la Guinée. Au cours de cette rencontre d'Abidjan, l'accent a été mis surtout sur la transformation de l'anacarde à travers les équipements modernes, pour ainsi booster la production locale et garantir l'équilibre quantité-qualité. Retour ici en Guinée pour parler du changement climatique. Au Fouta, les producteurs agricoles cherchent à prendre les devants à travers la promotion des semences plus écologiques. Ils l'appellent agriculture intelligente. Alabé, acteur du secteur et partenaire français, vient d'échanger sur la question. Sarafdine Diallo, Mamad Alpha Baldi. Avec le phénomène des changements climatiques et ses corollaires comme l'appauvrissement des terres, la promotion d'une agriculture mieux adaptée aux réalités actuelles s'impose. L'agroécologie constitue aujourd'hui une piste de solution pour garantir la sécurité alimentaire dans les pays vulnérables comme la Guinée. À la baie, le monde agricole se réunit pour découvrir de nouveaux documents audiovisuels consacrés au développement d'une agriculture moderne. La rencontre de la baie, c'est un forum agricole. Ils sont en train de nous projeter et de nous montrer comment nos pays voisins, tels que le Sénégal, le Burkina et le Mali, qui disons des pays sahéliens, réussissent à préparer leurs semences, à les garder, à les conserver et après à les faire diffuser au niveau des groupements agricoles, au niveau des paysans à la base. Ces journées de réflexion et d'échange sont pilotées par l'Association des volontaires pour le développement durable en Guinée et la Chambre nationale d'agriculture. Il est prévu dans les prochains mois de cultiver sur place des semences en agroécologie paysanne. Un programme ambitieux piloté par la Chambre de Limoges de France. Nous avons pensé que les rencontres entre les agents du monde rural, si on améliore la capacité de gestion des mamans et aussi des papas bien sûr, chaque cellule familiale va pouvoir bénéficier de cette amélioration des compétences, va pouvoir améliorer aussi le niveau de vie, va pouvoir faire entrer des perfectionnement, des modernisations dans la façon de cultiver la terre ou de gérer le village. C'est une expérience que la France a qui est très enviable dans le monde. Et si cette expérience parvenait à tant soit peu à la baie, je pense que la région de la baie qui n'a pas d'or, comme disait le gouverneur tantôt, qui n'a pas de diamant, pourrait avoir une agriculture comptant sur ses compétences. Avec la mise en œuvre d'une agriculture écologique et plus résiliente au réchauffement climatique, la Guinée pourrait renforcer sa production agricole et garantir sa sécurité alimentaire de façon durable. Puisqu'on parle de changement climatique, comment se porte d'ailleurs notre environnement au niveau national? Pour y répondre, le Centre d'observation environnementale vient de faire l'état des lieux des ressources naturelles qui composent notre écosystème, des forêts à l'eau en passant par la pollution atmosphérique. Tout est actuellement contenu dans un document qui est en cours de validation. Mamad Alpha Balde et Aboubakar Diaby. Tous les 2 ans, le département en charge des écosystèmes fait une présentation globale de la situation environnementale du pays à travers un document pour interpeller la conscience collective sur la dégradation de plus en plus poussée des ressources naturelles. Le rapport 2018 souligne une forte et inquiétante pression sur les forêts et autres milieux naturels. Si vous prenez par exemple la pollution atmosphérique, la pollution des eaux, eh bien il y a certaines régions qui sont considérées plus que d'autres. Si vous prenez les ressources forestières, il y a d'autres zones qui sont plus concernées par la dégradation que d'autres. Donc voilà, par exemple les zones qui subissent beaucoup de feux de brousse, les zones où les exploitants forestiers, n'est-ce pas, s'activent beaucoup, sont les zones les plus dégradées. La zone de Tougué,
Voilà, vous prenez Tougué par exemple, c'est une zone enclavée où les ressources forestières sont encore presque intactes. Il y a une coupe abusive de nos ressources forestières. Il y a la carbonisation poussée pour ravitailler les centres urbains tels que Conakry, Kindia, Zerkore, ainsi de suite. Donc c'est des ressources qui sont vraiment affectées par l'exploitation anarchique. Ce document de plus de 200 pages explique aussi les réalités dans les domaines de l'eau, de l'air, de la biodiversité et des transports. Il permettra de mieux orienter les programmes et politiques de protection et de restauration de l'environnement. Le document produit rassure au sens que, il prend en compte toutes les composantes de l'environnement, que ce soit les milieux, que ce soit les ressources. Et deuxièmement, il prend en compte aussi l'ensemble des parties prenantes. Les parties prenantes sont tous associées à ce processus de validation, ce qui fait donc qu'on va avoir un document consensuel qui va intégrer non seulement l'état actuel de l'environnement, mais aussi des propositions pour les mesures correctives. Après la publication de ce rapport national, le département de l'environnement, à travers le COSIE, espère une prise en compte des préoccupations environnementales actuelles. Il servira aussi de document de base auprès des bailleurs pour le financement de certains projets liés à la gestion durable de l'environnement. L'Association guinéenne de lutte contre le cancer poursuit sa série de sensibilisation dans les structures sanitaires de la capitale pour permettre aux femmes de se faire dépister gratuitement. Et puis à Baro d'Ankouroussa, la fondation Prosmi de la Première Dame de la République vient de construire un centre de santé amélioré pour le bien-être des populations de cette zone. D'autres éléments viendront compléter cette rubrique appelée La Guinée en bref, réalisée par Younous Atawel Kamara. Suivez. Selon les données officielles de l'UNICEF, 60% des enfants n'ont pas accès à l'éducation, à la santé et d'autres dimensions qui rentrent dans le non-respect de leurs droits. Pour pallier ces multiples privations, 10 aspirations en leur faveur sont mises désormais à la disposition des 342 collectivités du pays. Cette initiative du ministère de l'Action sociale, le ministère de l'administration du territoire ne peut que créer un environnement au travers les communes de convergence, comme ça a été dit, un environnement donc pour permettre vraiment d'appliquer cette politique en faveur de ces enfants vulnérables. Il s'agit au cours de cette rencontre de passer en revue l'exécution des activités programmées en 2018 à Boké dans le cadre du Programme national du développement économique et social PNDS. Un programme initié par le gouvernement et ses partenaires financiers en vue de renforcer la gouvernance locale dans le pays. Ce programme s'aligne sur les priorités nationales et a permis d'intégrer l'initiative commune de convergence mise en place par le gouvernement guinéen dans 40 communes pilotes du pays. Après les centres médicaux communaux de Ratoma, Matoto, Matam et Dixine, c'est au tour du CMC Bernard Kouchner de Corentin, dans la commune de Kaloum, de recevoir l'équipe de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Démarré il y a de cela un mois, près de 900 femmes se sont fait gratuitement dépister durant cette opération initiée par l'Association guinéenne de lutte contre le cancer. Alors la leçon qu'on peut tirer de cette campagne, c'est premièrement, il faut que la population soit informée et sensibilisée sur les problèmes que pose le cancer, ces deux cancers dans la population féminine. Et également, il faut qu'il y ait des actions pérennes de dépistage et de sensibilisation pour lutter contre ces deux maladies. Construit en 2015 par la Fondation Prosmi de la Première Dame, le centre de santé amélioré de Baro est désormais opérationnel. L'ouverture de cet établissement sanitaire permet d'aider les populations de Baro et des autres localités voisines de la préfecture de Kouroussa. Après le passage des parlementaires, les élus locaux ont formulé des doléances et donc plusieurs missions d'identification des besoins ont été effectuées par différents niveaux.
le niveau central, le niveau régional et le niveau préfectoral. Dans l'actualité également, 4 ministres de la République étaient ce vendredi devant la presse au ministère de la Justice. Ils ont fait la situation des crises qu'enregistre notre pays. Au cours de la conférence de presse, les ministres ont rassuré les victimes et promettent justice. Ils en appellent à la consolidation de la paix. Vous suivrez l'intégralité de cet élément juste après ce journal. Sur la même question, le gouverneur de Conakry a eu ce vendredi une rencontre, notamment avec les secrétaires généraux des 5 communes et les présidents des conseils de quartier. La réunion a porté sur l'implication des autorités locales et particulièrement les chefs de quartier dans la lutte pour la sécurisation et la stabilité de la ville de Conakry. À ce sujet, les acteurs concernés ont unanimement flétri la montée vertigineuse de la violence, s'exprimant par des attaques physiques aux personnes, des destructions de biens publics et privés, des brigandages, des perturbations de la circulation routière ainsi que des dérives verbales et les incitations à la violence qui caractérisent les manifestations politiques. De ces échanges fructueux, il a été retenu la nécessité de mettre immédiatement fin à ce cycle infernal et de ramener la paix et la quiétude dans la cité à travers des démarches et des actions responsables. Pour sa part, la haute autorité de la communication invite les responsables des associations de presse, les patrons des médias publics et privés à une réunion de concertation le mardi 13 novembre 2018 à 10h à son siège au palais du 25 août à Conakry. L'ordre du jour portera sur la situation sociopolitique actuelle du pays et le rôle des médias dans la préservation de la paix et de la sécurité dans le pays. La haute autorité de la communication compte sur la présence effective de toutes les personnes concernées. Signé Madame Martine Condé, présidente de la haute autorité de la communication. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite du plaisir en compagnie des programmes de la RTJ Coloma.